Condamné à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles en date du 27 janvier 2025 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le prévenu Marcel Malanga, Taylor Christa Thompson et Zaïla Man ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité. Ils ont été évacués à leur pays d'origine. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous revoir encore une fois à travers cette édition du journal. Encore des morts sur le fleuve Congo. Il s'agit d'un naufrage d'une baleinière à 65 km de Mbandaka. Nous sommes là dans la province d'Équateur. Sur 56 passagers qui étaient à bord, seuls 6 ont survécu d'après le bilan provisoire établi par le commissaire fluvial compétent Mboyoloro. Il est joint au téléphone par notre confrère Otar Mbalkaïch. Oui, je vous confirme qu'il y a une naufrage d'une baleinière dénommé HB, la voie du jour. Nous avons 56 passagers en total. Il y a 16 hommes, 28 femmes et 4 enfants qui étaient à bord de cette unité qui partaient pour l'Obengo. Et l'unité, la naufrage, il est à 35 km de Mbandaka. C'était à 23h45 minutes. Et la baleine vient en Mbandaka à la destination de il y a des civiliens rescapés que je les ai identifiés. Et parmi les morts, pour moi, c'est que j'ai vu que 3 seulement. Il y avait une dame qui était grosse et on est obligé d'opérer pour que on met à la morgue, on lève l'enfant et on met à la morgue avec un garçon congolais. On a amené le corps sans vie. Quelles seraient les causes de cet énième accident sur le fleuve? Première cause, c'est la navigation nocturne. Parce que l'accident est à 23h45 minutes. Il ne cesse jamais de naviguer la nuit. Ce sont les récidivistes. Et ce garçon-là, c'est sa première fois de faire le convoi. Il n'est même pas identifié ici parce qu'il était de l'autre côté de la rive, on ne le connaît pas. Quand il est arrivé à Maïta, c'était à 23h45 minutes, il devait faire le contrôle pour récupérer l'argent devant ses clients. C'est Maïta, c'était un campement, c'était un lieu commercial, un grand marché qu'on se retrouve dans le village environnant. Et il a vu que quand il accostait, la population va fouiller les autres ne vont pas payer l'argent. Et devant cette bousculade, devant et vient avec les passagers clandestins qui ne voulaient pas payer, il a cédé sur les voies, il y a eu cet accident. Dans ce journal, parlons encore une fois des incidents malheureux connus ici à Kinshasa. Le gouvernement de la République a pied d'œuvre pour soutenir les populations touchées par la catastrophe naturelle. Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, annonce ici la mise en place d'un plan de contingence pour éviter la résurgence de maladies et épidémies suivantes. Vue aérienne de Massina et les environs, les images des inondations sont impressionnantes. Des dégâts matériels et humains sont visibles. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, évalue les besoins sanitaires des populations affectées. Ces inondations ont causé des dommages considérables aux infrastructures et plusieurs familles sont déplacées vers des sites d'hébergement. La situation sanitaire est préoccupante avec un risque accru de maladies hydriques. Dr Samuel Roger Kamba a rassuré que sur l'instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la RDC est à pied d'œuvre pour fournir l'assistance qu'il faut. Nous avions ouvert un premier site à l'école Lumumba au niveau de la 16e rue. Et au niveau de ce site-là, nous avions déjà ouvert un poste médical avancé. Nous avions amené déjà les kits de prise en charge médicale avec aussi bien pour les soins généraux que pour moi. La visite du ministre de la Santé publique dans les sites touchés témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les populations touchées par cette catastrophe naturelle. Nous avons décidé d'aller au stade d'Arabelle parce que là, il y avait une jeu de francophonie. Il y a des infrastructures pour lever beaucoup plus de monde et pour les prendre en charge de manière beaucoup plus sécuritaire et dans les meilleures conditions. Et en fait, la coordination de la réponse est faite par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous nous occupons de la partie sanitaire, mais les autres membres du gouvernement s'occupent
les autres volets de cette crise. Il a annoncé la mise en place d'un programme de sensibilisation sur l'hygiène et la prévention des maladies dans les zones touchées. Et dans la même optique, notez que post à la catastrophe de dernière pluie à Mété, Mongafule Massina s'organise. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Mounana, a réuni la communauté des humanitaires pour évaluer les besoins et coordonner la riposte. Les détails dans ce reportage signé Duchala. Comment organiser une riposte humanitaire efficace et urgente après les inondations consécutives, la pluie du 4 au 5 avril dernier? La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, veut y répondre et elle a tenu une réunion avec les humanitaires et experts de son ministère pour identifier et évaluer la situation, ensuite proposer des solutions appropriées. Au cours de la réunion, Nathalie Aziza Mounana a évalué les dégâts et identifié le besoin. Au total, sont concernés 146 ménages installés à l'Institut Lumumba, 1050 personnes de 170 ménages qui sont provisoirement installés au stade Tata Raphaël. Sur la liste de réponses rapides, il a été relevé la distribution des vivres et non-vivres, l'installation des abris temporaires en partenariat avec les ministères de la Santé, déployer des cliniques mobiles pour prévenir les maladies hydriques et fournir des soins médicaux aux blessés. Les communes les plus touchées par les inondations sont Massina, Limité, quartier Ndanou et Salongo, et la commune de Mongafula, quartier Sebo. Pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, une riposte efficace repose sur une évaluation rapide, une coordination solide, une réponse immédiate aux besoins de base, une vision à long terme pour réduire la vulnérabilité de Kinshasa aux inondations récurrentes. Inondation dans la partie est de Kinshasa cause intervention du gouvernement, tel de fond du briefing de presse animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katoué, qui avait à ses côtés 3 membres du gouvernement, à savoir Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, Alexis Guizaro, ministre d'État en charge des infrastructures, et Roger Samuel Kamba, ministre de la Santé. Jacques Ababa nous fait le point. Cet exercice de redevabilité a eu pour thème inondation dans la partie est de Kinshasa, cause et intervention du gouvernement. Le ministre de la Santé publique, Roger Samuel Kamba Moulamba, a annoncé un bilan provisoire de 30 morts et 20 blessés, tout en saluant la mobilisation des équipes médicales pour secourir les sinistrés. La nuit de samedi à dimanche déjà, nos ambulances circulaient déjà et nous avons pu donc intervenir et sauver beaucoup de nos compatriotes qui étaient coincés dans les maisons, dans leurs habitats. À ce moment où je vous parle, nous avons une vingtaine de personnes, 20 exactement, qui sont hospitalisées. Sur le plan des infrastructures, Alexis Guizaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures, a évoqué des dégâts majeurs sur la route nationale numéro 1, particulièrement à hauteur de Matadi-Kibala, Mitende et en direction de Kassangoulou. Il a également insisté sur la nécessité d'un plan de relogement pour les populations vivant dans les zones à risque. Lorsque vous observez ce phénomène, débordement des lits de l'arrière Njili, ça voudrait dire qu'on a construit de manière anarchique. C'est une urbanisation sauvage, malheureusement. Et les populations qui se retrouvent dans ces zones-là, logiquement, ne devaient pas y être. De son côté, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, a alerté sur l'impact des inondations sur la situation des traitements d'eau de Njili. L'impact sur l'usine de Njili, c'est pratiquement 330 mètres cubes d'eau par jour. Ce qui fait que c'est pratiquement l'usine la plus importante en termes de production d'eau potable qui est affectée. Et c'est pratiquement 14 communes qui sont affectées par ce problème. Nous pouvons encore compter 3 à 4 jours si les conditions de séchage restent dans les mêmes normes que nous avons et s'il n'y a plus des influences majeures sur la situation du réseau d'adduction d'eau. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias a appelé les Congolais à une prise de conscience collective, tout en saluant les gestes posés par la Fondation de la Première Dame qui a offert des outils et autres biens aux sinistrés. Mouyaya Katoué a encouragé tout Congolais épris de bonne volonté à emboîter les pas. Lorsqu'il y a des vies humaines qui sont menacées, qui sont en danger et qui a un besoin pour nous d'avoir, parce que l'État il est d'avoir une réponse institutionnelle forte, c'est celle que nous avons donnée et c'est celle que nous allons continuer à donner. On a vu l'intervention de la Fondation La Première Dame aussi, mais toutes ces choses montrent qu'il y a une volonté de nous assurer que ces compatriotes ne soient pas doublement sinistrés.
Le gouvernement promet de suivre de près l'évolution de la situation et d'agir selon l'urgence et la gravité des événements à venir. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la promotion de la jeunesse ainsi que le déroulement des consultations politiques, sujet au centre de discussion entre les conseillers principaux du chef de l'État en matière de sécurité et de la délégation de jeunes parlementaires. Ils sont au micro, encore une fois, de notre confrère Jacques Kabba. Lors de nos échanges avec le conseiller spécial, nous avons parlé notamment de la promotion de la jeunesse, c'est-à-dire de faire en sorte que dans ce nouveau gouvernement d'union nationale, les jeunes soient correctement représentés. La jeunesse est également premier tributaire d'efforts de guerre. C'est les jeunes qui s'enrôlent à l'armée, c'est les jeunes qui font la résistance, qui sont les patriotes Ouazalendo, c'est les jeunes aussi qui font la résistance numérique afin de contrer la désinformation rwandaise. Et aussi, nous voulons faire en sorte que ce gouvernement d'union nationale ne soit pas un gouvernement budgétivore. C'est pour cela que nous avons milité pour un gouvernement avec une taille qui soit pas trop importante. Enfin, nous avons parlé de la cohésion nationale, du fait d'être patriote dans ces temps sombres. Mais nous avons aussi fait part de notre compassion face à ce que vivent nos populations de l'Est de notre pays, ces populations qui sont actuellement privées de tout. Le réseau des jeunes parlementaires tient à réaffirmer son soutien indéfectible au chef de l'État dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire de l'agression barbare commise par le Rwanda et le M23. Nous soutenons le chef de l'État dans sa lutte pour l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Je le disais tantôt, vous le savez, les assaillants de l'attaque du palais de la Nation, il y a près d'une année, avaient été jugés et condamnés à mort. Ils venaient donc de bénéficier d'une grâce présidentielle qui a transformé leur peine à une prison à vie. Hier, Marcel Malanga et ses compatriotes américains ont été évacués vers leur pays d'origine pour purger leur peine. Le détail dans ce reportage signé Jusqu'à Koussima. Ces trois citoyens américains font partie du commando qui avait attaqué le palais de la Nation le dimanche 19 mai 2024. Arrêtés, jugés puis condamnés à la peine capitale pour ces faits répréhensibles, ils purgeaient leur peine de mort à la prison militaire d'Indolo. Près d'une année après ce forfait, les trois condamnés à mort ont bénéficié de la mesure de grâce présidentielle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur peine de mort a été transformée en prison à vie. Ce mardi 8 avril, Marcel Malanga Malou, Christa Thompson et Zalman Bonoul Benjamin Robben ont quitté la prison d'Indolo et remis aux mains des autorités américaines qui les ont escortés manu militari jusqu'au pied de l'avion qui les a menés dans leur pays. Encadrée par les autorités militaires, judiciaires et de l'immigration, l'opération s'est déroulée dans le strict respect des procédures légales. Les officiels de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa étaient impliqués tout au long de cette opération, témoignant de la coopération bilatérale fonctionnelle entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Après avoir rempli toutes les formalités auprès de la DGM, les trois détenus ont ensuite embarqué à bord de ces vols non réguliers à destination des États-Unis. C'est là qu'ils vont purger le reste de leur peine. Cette décision s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la diplomatie judiciaire et de la coopération internationale en matière de justice et des droits humains de deux pays. À la veille des consultations politiques, quelques membres de l'opposition ont pris part à ces rencontres. Ils étaient reçus par le conseiller spécial principal du chef de l'État en matière de sécurité. Suivant cet élément de reportage avec beaucoup plus de détails. Il faut que tout le monde vienne répondre à l'appel du chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui a mis des critères, qui verra comment est-ce qu'il va mettre autour de lui des hommes, des femmes capables de donner une impulsion pour que l'ennemi soit bouté dehors. Nous avons quand même apporté notre contribution, nous, dans la nouvelle génération concerne. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement de 55 membres à 35 membres du gouvernement. Le ministère en charge du partenariat public-privé pour encadrer les investisseurs.
les ministères en charge de province et antiterritoriales, c'est-à-dire dissociés au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur reste uniquement avec la sécurité. Nous assumons notre position d'opposant et nous avons apporté notre expertise pour sauver l'État. Ce qui est grave. Nous avons des poches de nos droits partout au Congo. Et donc, il faut passer à la recommandation de l'État. C'est le point de départ. Chaque fois que nous jetons la balle sur la haine, rien ne va avancer. Nous créons un environnement de méfiance dans la politique du pays. Et cela ne permet pas que les acteurs étrangers pour amener à la paix et à la paix durable. Nos attitudes doivent servir d'abord la guerre pour parer, faire stopper l'ennemi, pendant que on forme des jeunes gens, mais nous mobilisons tous ceux qui peuvent combattre. Nous accompagnons actuellement le chef d'État, comme ce qu'on a fait avec nous. À la population congolaise d'être tous mobilisés derrière le chef de l'État, parce que nous n'avons que ça comme pays, nous n'avons que ça comme nationalité, et même s'ils changent de nationalité, on les appelle toujours votre nationalité d'origine. C'est-à-dire même là où vous êtes, lorsque vous avez changé de nationalité, lorsqu'on vous la révoque, on va vous envoyer dans votre pays d'origine qui est la RDC. C'est le moment très soudé. Retour du calme au Nord Kivu, la population de Walikale particulièrement a commencé à regagner la cité depuis que cette cité a été libérée par l'armée congolaise et le Wazalendo, comme en témoignent les habitants de cette contrée suivant cet élément de reportage. Walikale centre, dans la province du Nord Kivu, est désormais sous contrôle des forces armées de la République et des volontaires Wazalendo après la débâcle du M23 AFC. La population qui avait fui les affrontements commence à rentrer parce que rassurée par la présence de l'armée loyaliste. Avant l'arrivée des FARDC, nous vivions enfermés dans nos maisons. Quand les FARDC étaient là, nous avons la paix et la tranquillité. Mais quand l'ennemi est arrivé, il a commencé à forcer nos portes et nous étions dans la ville est calme, la sécurité est garantie par les forces armées de la République. Une sécurité intense et permanente, impeccable. La circulation n'est pas menacée la population. Une sécurité qui dépendra des agents de l'ordre afin que la population puisse avoir confiance à eux. Même si certaines rues sont encore désertes, ceux qui hésitent encore à regagner la ville de Walikale ont été assurés par la présence de FARDC déterminés à reconquérir toutes les zones occupées par l'ennemi. Les Congolais vivant en Afrique du Sud ont organisé une marche de soutien aux institutions de la République et pour dire non à l'agression rwandaise suivant cet élément de reportage. Ils sont venus des 4 coins de l'Afrique du Sud, destination Durban, pour une marche de soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, résolument engagé sur tout le front pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Une marche historique à Durban, en Afrique du Sud, assemblant de milliers de Congolais vivant dans la diaspora. Tous soutiennent les discussions en cours pour la signature d'un accord stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Le coordonnateur de l'Union sacrée en Afrique du Sud, révérend pasteur Thomas Kamwend, exprime son désir d'un partenariat renforcé axé sur le développement économique, la sécurité et les droits de l'homme. Soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. Cette nouvelle alliance économique représente une opportunité historique pour le développement du pays tout en s'accompagnant d'un soutien diplomatique et sécuritaire pour résoudre les conflits existants à l'Est. Après avoir traversé les grandes avenues de Durban, les Congolais de la diaspora ont déposé un mémo au consulat des États-Unis à Durban, espérant que leur voix sera entendue. Pour le révérend pasteur Thomas Kamwend, il faut urgemment un soutien international pour améliorer les conditions de vie en République démocratique du Congo. Tous sont derrière les forces armées de la République et les Wazalendo pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. 30 ans, ça suffit.
Notez également que le 15 avril prochain va s'ouvrir à Kinshasa la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce extérieur de la zone ZELAF. Et à Kinshasa, des réunions préparatoires ont eu lieu pour préparer cette rencontre. Le détail avec Eric Kabamba. Concentrés chacun devant son ordinateur, ces experts venus de 54 pays africains, tous membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, vont élaborer au cours de ces travaux préparatoires une nouvelle feuille de route. Une feuille de route qui va permettre d'accroître les commerces intra-africains avec la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Le secrétaire général commerce qui a lancé ces assises a appelé les participants à un travail de fond pour accélérer la concrétisation des seconds marchés communs au niveau de l'Afrique. Pour Gilles Mouilou, la ZLECAf offre aux pays africains, particulièrement à la RDC, beaucoup plus d'avantages sur le plan économique. Dans les relations internationales, parfois nous cédons une partie de notre souveraineté ou une partie de nos intérêts. Mais dans les classes ZLECAf, nous avons plus gagné en acceptant justement ce démantèlement, évidemment qui va s'opérer pendant 10 ans. Il nous revient également de faire des choix stratégiques pour voir quels produits pouvons-nous exporter dans quel pays, quels produits pouvons-nous améliorer la qualité, améliorer les standards pour que nos produits soient acceptés au-delà de l'ère Congo. Donc c'est un grand rendez-vous que nous devons saisir, que nos opérateurs économiques doivent saisir. Ces réunions techniques de ces experts vont se poursuivre toute cette semaine à Kinshasa jusqu'au 15 avril, date prévue pour l'ouverture de la 16e réunion du Conseil ministre du commerce de la ZLECAf dans la capitale congolaise. À la DGI, les directeurs de trouve en un séminaire et la cérémonie a été présidée par le ministre des Finances. Le détail dans cet élément de reportage. Maximiser les recettes par les impôts, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Boutaï, veut mettre toutes les chances du côté de la Direction générale des impôts. Ce séminaire sur la maîtrise du répertoire des contribuables et le recouvrement du solde débiteur comme levier de la mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'exercice 2025 vient à un moment important où les directeurs d'impôts récemment promus vont comprendre la personnalisation des nouvelles directions centrales à la Direction générale des impôts. L'occasion a été donnée au DG de la DGI de solliciter au ministre des Finances la levée de la mesure de suspension du mouvement du personnel qui a été décidé de la prise de ses fonctions. Je profite de l'occasion pour présenter mes encouragements aux directeurs professeurs des impôts du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui n'ont pas pu jusque-là rejoindre leur poste d'affectation à cause de la situation sanitaire qui prévaut dans la province du pays. Sans ambiguïté, l'Argentine nationale a pris bonne note des préoccupations exprimées par la Direction générale des impôts. Je voudrais rassurer le directeur général des impôts que je procéderai très bientôt à lever la mesure de suspension du mouvement du personnel que j'avais prise afin de permettre la réalisation de la mise en place de cadres supérieurs et agents dans les différentes directions de ces services. Le directeur général de la Direction générale des impôts a appelé au sens des responsabilités de tout un chacun à faire preuve de l'esprit d'équipe et de cohésion pour permettre la réalisation de cet objectif budgétaire. Restons toujours ministère des Finances pour vous dire que le secrétariat général du plan, pilier de la planification nationale, vient d'être équipé en mobilier de bureau pour son rôle central, celui d'élaborer des politiques économiques et sociales du pays, une dotation du projet encore de la Banque mondiale. Des précisions avec notre confrère Rikin Zozeloya. L'enceinte du secrétariat général au plan résonnait d'un air de renouveau, alors que des dizaines de pièces de mobilier flambant neufs, bureaux, chaises ergonomiques, classeurs, armoires et équipements divers étaient livrés, destinés à être installés dans grands services du secrétariat général. Un soulagement palpable pour une administration longtemps confrontée au vieillissement de ces installations et au manque de conditions de travail optimales. La DAF est là pour jouer un rôle très important dans cette migration de gestion des moyens vers une gestion budgétaire axée sur les résultats.
sont accompagnés dans le cadre du projet encore qui est financé par la Banque mondiale pour d'abord les capacités, pour créer un espace de travail qui va les amener à être performants. Une réforme ambitieuse qui vise à améliorer la performance et la redevabilité de l'action publique. On tient à remercier le gouvernement à travers le ministère des Finances pour songer à doter les DAF et particulièrement la DAF de l'Institut du Plan de ces matériels, ces fournitures de bureaux, ces mobiliers vraiment très importants, les bureaux étaient dépourvus. Il y avait même commencé même à faire une rotation parce qu'il n'y avait pas assez de mobilier. Pour les COREF, il ne suffit pas de transformer la structure budgétaire, il faut aussi renforcer les capacités matérielles et organisationnelles des institutions impliquées dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques. Et chaque geste, chaque livraison, chaque projet bien exécuté rapproche un peu plus le pays d'une gouvernance à la hauteur de ses ambitions. Où en sommes-nous avec la construction des infrastructures sociales de base dans la province de Haut-Uélé? Devoir de redevabilité, le gouverneur du Haut-Uélé, Jean Bakamito, a examiné les questions de développement avec les élus du coin. Reportage. Un exercice républicain, une démarche consensuelle qui appelle à l'adhésion des filles et fils du Haut-Uélé. 8 mois seulement après sa prise de fonction, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Uélé a décliné auprès des élus de sa province et les notables également les actions menées dans tous les secteurs, les perspectives de développement, tout en sollicitant l'accompagnement des députés de son entité administrative. Il est impossible de développer la province sans l'appui et l'accompagnement de nos frères et sœurs qui sont ici. Et il était important que nous puissions nous rencontrer pour aller à la cohésion, mais également voir comment nos élus ainsi que les notables peuvent continuer à faire lobbying pour les questions liées au pont, aux routes. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement de tous, le Haut-Uélé pourra aller de l'avant. Message qui a eu l'adhésion de tous. Il sait que notre soutien est inconditionnel. Nous l'encourageons à continuer à travailler dans cet élan pour que nous puissions travailler en parfaite harmonie pour le développement de notre province. Que nous en appelons donc à lutter, nous en appelons à la cohésion de tous les enfants de la province du Haut-Uélé pour qu'ils se mettent tous dans une même direction pour le développement. Le Haut-Uélé est enfin sur le chemin du développement. L'approche, comme l'a si bien dit le gouverneur de province, est calquée sur le modèle de politique publique implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons du rapport produit par le ministère de l'Éducation nationale, rapport qui comprend les activités de ce ministère de 2024 à 2025 et les perspectives d'avenir 2025-2029. La cérémonie a été présidée par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Reportage. Bilan et perspectives, c'est l'intitulé du rapport qui contient l'évolution des activités éducatives congolais du 2024 au 2025. L'application officielle de ce rapport a été présentée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et des Nouvelles Citoyennetés, Raissa Malou. Structuré en 4 grandes sections, ce rapport présente une cartographie complète du système éducatif national et revient sur les principales réalisations, entreprises et des difficultés rencontrées au cours de la période couverte et trace les grandes priorités stratégiques pour la période 2025-2029. On a pris le temps de faire ce rapport ici, parce qu'on a voulu vous montrer un peu le travail réalisé ces derniers mois, mais surtout vous donner l'occasion d'imaginer le travail qui va être fait plus tard. Donc c'est un outil de suivi et une aide à la décision. C'est pour ça que l'on a choisi de faire ce rapport maintenant. On doit apprendre à travailler ensemble, mais ce qui compte, et j'espère pouvoir compter sur ça, c'est l'engagement à faire en sorte que l'on améliore les choses. Ce document explique sur l'assainissement du fichier de paye des enseignants ayant généré une économie de 11 milliards à Kinshasa. La réception de plus de 400 écoles dans le cadre du PDL 145 territoires ainsi que l'attribution de plus de 49 000 bourses scolaires
à défi dans les provinces d'Ikassai. Et pour boucler ce journal, la note politique retenait que l'Union sacrée de la Fédération de la Belgique-Luxembourg a vu le jour le samedi 5 avril dernier. C'était à Bruxelles et c'est dans le but de soutenir la vision du chef de l'État. La cérémonie de sa sortie officielle a été marquée par un échange avec l'ancien ministre d'État belge André Flao. C'était sur l'agression rwandaise en RDC. Reportage. Préoccupé par la situation politique en général et celle qui prévaut à l'est de la RDC en particulier, les Congolais vivant à Bruxelles ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans la résolution des différentes crises en RDC. D'où la naissance de l'Union sacrée de la Fédération Belgique-Luxembourg, coordonnée par le professeur Omba, qui comprend plusieurs partis politiques phares, ainsi que deux associations, notamment les Amis de Fachi et l'Union des nécessiteux courageux. C'était en présence de l'ancien ministre d'État belge, André Flao. Lors de cette rencontre, les Congolais de Belgique regroupés dans cette plateforme ont exprimé leur détermination à garder l'unité. Sur cette période où la RDC subit une agression par le M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Le message que lance à toute diaspora congolaise de se mobiliser comme un seul. Oui, on peut ne pas être d'accord dans l'Union sacrée, mais pour le Congo, on peut se mettre ensemble. Mettons d'abord l'ennemi dehors. De son côté, l'ancien ministre d'État belge, André Flao, a loué les efforts diplomatiques entrepris par le chef de l'État qui ont conduit à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 qui exige un cessez-le-feu immédiat ainsi que le retrait des zones occupées par l'armée rwandaise. André Flao a en outre encouragé à se mobiliser par des actions de terrain. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de noter, voici le rappel du titre. Condamné à la peine de mort pour des faits hautement répréhensibles en date du 26 janvier 2025 par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le prévenu Marcel Malanga, Taylor Christa Thompson et Zalman ont bénéficié de la commutation de leurs peines respectives à la servitude pénale à perpétuité. Ils ont été donc évacués vers leur pays d'origine pour purger leurs peines. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la télévision nationale. Merci encore une fois. Au revoir.